va appliquer ce qu'on a vu dans le chapitre précédent sur la détermination d'intervalle de confiance à des tests d'hypothèse. C'est-à-dire les calculs seront à peu près les mêmes, mais on ne répond pas vraiment aux mêmes questions. Les questions traitées dans le chapitre précédent, c'était déterminer un intervalle de confiance 95% pour la valeur de telle ou telle caractéristique mesurée. Donc à partir d'un échantillon, déterminer la valeur théorique à laquelle on n'a pas accès directement. La manière dont on va présenter le même genre de calcul aujourd'hui, c'est de répondre à des affirmations de ce type-là, c'est-à-dire on me dit que tel composant a une durée de vie en fonctionnement de 1000 heures au moins, je fais des mesures sur un échantillon d'objets, est-ce que les mesures sont cohérentes avec l'information qu'on m'a donnée que la durée de vie était de 1000 heures? On me dit que les pièces produites par les usines A et B ont la même longueur, je prends un échantillon dans chaque production, forcément il y a un écart, une fluctuation entre les deux échantillons. Est-ce que cet écart est tel qui me permet de dire que non, les pièces n'ont pas la même longueur, ou que si? Dernier type de test qu'on va voir, une affirmation du type la résistance d'un composant suit une loi normale d'espérance 10 ohms et d'écart type 0,5 ohms. Je prends 10 composants ou 50 composants, je mesure leur résistance et j'essaie de voir si les valeurs que j'obtiens sont cohérentes ou pas, sont compatibles ou pas avec le fait que l'espérance soit en moyenne de 10 ohms avec un écart type donné. Donc le principe très général du test d'hypothèse est le suivant. On fixe d'abord une hypothèse, qu'on appelle hypothèse nulle, celle qu'on veut tester. Au notage 0, on l'appelle l'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse qu'on veut tester. On se fixe un risque de première espèce, c'est le risque donc on fixe de rejeter l'hypothèse alors qu'elle est vraie. On détermine ensuite un intervalle de confiance au risque alpha qu'on a fixé précédemment pour la valeur de l'échantillon en supposant que l'hypothèse initiale soit vraie. Et enfin, on regarde si la valeur qu'on a mesurée sur notre échantillon est dans cet intervalle ou pas. Le principe, c'est de dire que si l'hypothèse est vraie, avec les raisonnements d'échantillonnage qu'on a vus au tout début du chapitre précédent, si je prends par exemple un risque de 5%, dans 95% des cas, la valeur moyenne mesurée sur un échantillon devrait être dans tel intervalle. Si l'hypothèse est vraie, dans 95% des cas, j'ai une valeur moyenne dans tel intervalle. Ma mesure, mon échantillon me donne une valeur moyenne dans cet intervalle, très bien, je n'ai pas de raison de rejeter l'hypothèse. Si à l'inverse, la valeur moyenne mesurée par mon échantillon n'est pas dans cet intervalle, je vais rejeter l'hypothèse. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, ça veut dire que soit elle est fausse, soit je l'ai rejetée alors qu'elle est vraie. Mais je la rejette alors qu'elle est vraie que dans 5% des cas. Pour prendre un exemple très simple, qui ne sera pas un exemple qu'on traitera ensuite, mais qui est peut-être parlant, je joue à pile ou face avec un ami, et c'est lui qui fournit la pièce. Et puis il joue, et 10 fois de suite, il fait pile. Si je fais des probabilités, je me dis que ce résultat, il est possible, il est peu probable, mais il est possible, et voilà. Si je fais des statistiques, en fait, il y a deux options. La première, c'est de dire, effectivement, c'est un résultat possible, peu probable, mais qui peut arriver, puis c'est pas de bol, ça m'est tombé dessus ce jour-là. La deuxième hypothèse, deuxième option plutôt, c'est de dire que l'hypothèse de départ, qui est que la pièce était équilibrée et que l'ami avec qui je joue est honnête, est fausse. Donc, dans le cadre des tests d'hypothèse, on ne va pas rejeter des hypothèses parce qu'elles sont fausses, on va juste les rejeter parce que les résultats qu'on obtient sont tellement peu fréquents qu'on préfère se dire que l'hypothèse au départ était fausse plutôt que de dire c'est le hasard et tout peut se produire quand on tire des résultats au hasard. Alors comment fonctionnent les tests d'hypothèse? D'accord, on va avoir deux remarques. La première, c'est qu'on a un risque dont on n'a pas parlé, le risque d'accepter une hypothèse qui est fausse. Ce risque-là, qui s'appelle risque de seconde espèce, on n'en parlera pas cette année. Donc vous referez l'année prochaine, pour certains, des statistiques avec des tests un peu plus compliqués, qui seront capables de prendre en compte à la fois le risque de première espèce et de deuxième espèce. Pour nous, cette année, on n'en parlera pas. Enfin, on l'évoquera, mais on ne va pas le considérer dans les calculs. Et la deuxième remarque, c'est qu'il n'y a pas de symétrie entre l'hypothèse nulle qu'on fait
Et H1, c'est l'hypothèse contraire à l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, on ne la prouve pas. L'hypothèse H1, on ne la prouve pas non plus. Tout ce qu'on fait, c'est de faire un test qui va dire si l'hypothèse nulle est compatible ou non avec les valeurs qu'on a mesurées. Donc quand on rejette une hypothèse, on ne prouve pas qu'elle est fausse, quand on l'accepte, on ne prouve pas qu'elle est vraie. C'est plutôt l'hypothèse par défaut. Par défaut, vous allez considérer qu'une pièce, elle est équilibrée. Et puis il n'y a que s'il y a des résultats vraiment un peu étranges que vous finirez par la rejeter. Par principe, quand le fabricant vous donne des caractéristiques d'un composant, vous avez tendance à le croire. Il n'y a que si vous faites vraiment beaucoup de mesures où vos valeurs ne collent pas avec ce qui vous prétend vous avoir rendu, que vous allez éventuellement vous mettre à considérer que son hypothèse peut être fausse. Donc l'hypothèse nulle, l'hypothèse H0, c'est une hypothèse, en quelque sorte, qu'on n'a pas envie de rejeter. On a plutôt envie de l'accepter, et il n'y a que si les résultats sont trop exceptionnels qu'on la rejette. Alors comment on procède pour faire un test? Je vais commencer par le test le plus simple, ce que j'appelle le test bilatéral de la moyenne. L'hypothèse est du type on me vend des disques dont le diamètre est de 45 mm. On va reprendre les valeurs qu'on avait utilisées déjà dans les exemples précédents. Donc, on a un échantillon de 300 disques pour lesquels on mesure un diamètre moyen à 44,73 mm et un écart-type à 1,296 mm. L'hypothèse est les disques font 45 mm. Et donc évidemment, si on regarde l'hypothèse, quand on regarde le diamètre moyen, si on ne raisonnait pas avec des intervalles de confiance, on va se dire, ben non, le diamètre moyen c'est 44,73, ce n'est pas la même chose que 45, on va rejeter l'hypothèse. Mais on va justement prendre en compte les intervalles de confiance pour permettre aux valeurs de fluctuer légèrement autour de la valeur théorique dont on fait l'hypothèse. Donc, on a fixé un risque. Pardon, on a fixé une hypothèse. Les disques font 45 mm. On fixe un risque. Le choix du risque est pour vous arbitraire. Ça sera dans l'énoncé, vous n'aurez pas à réfléchir dessus, sauf éventuellement en TD une fois ou deux. Donc, fixer une hypothèse ou fixer un risque. Si l'hypothèse est vraie, alors quel est l'intervalle de confiance qui contient 95% des diamètres moyens sur des échantillons de taille 300? C'est l'intervalle centré sur la valeur moyenne 45 dont on a fait l'hypothèse. Attention, j'insiste bien qu'on centre sur la valeur qui apparaît dans l'hypothèse, pas sur la valeur donnée par l'échantillon. On va avoir un écart-type qui lui va être fourni grâce à l'échantillon. Sur l'échantillon, on a un écart-type mesuré de 1,296. Un échantillon de taille 300, donc on divise par racine de 300. 300 étant un grand nombre, on peut utiliser une valeur de t associée au risque 5% fournie par la table de la loi normale. Donc un intervalle de confiance 95% pour la loi normale. On a un écart de 1,96 en plus ou en moins fois l'écart type par rapport à l'espérance. On obtient cet intervalle de confiance là. Qu'est-ce qu'on vient de faire là ici? On vient de dire que si on a une hypothèse vraie que les disques font 45 mm, alors dans 95% des cas, sur un échantillon de taille 300, on doit trouver un diamètre moyen là-dedans. Et maintenant, on regarde la valeur qu'on a sur notre échantillon. Elle est plus petite que ça, elle n'est pas dans cet intervalle. Donc dans 95% des cas, si l'hypothèse est vraie, on devrait avoir une valeur dans cet intervalle. Ce n'est pas le cas, donc on rejette l'hypothèse. C'est le principe du test d'hypothèse. Encore une fois, on n'a pas prouvé qu'elle est fausse, on l'a rejetée, on l'a refusée. Et on prend quand même un risque 5% de l'avoir refusée alors qu'elle était vraie, de la refuser à tort alors qu'elle était vraie. Il se peut très bien que le fabricant ait bien vendu des disques qui en moyenne font 45 mm, dans sa production des disques qui font en moyenne 45 mm, mais le hasard dans la fabrication, dans le choix du lot de pièces qu'il m'a vendu, des 300 pièces qu'il m'a vendues, a fait que, même si son hypothèse de départ, sa production était réglée sur 45 mm, le hasard a fait que dans mon échantillon, j'ai eu plutôt plus de pièces plus petites que la valeur moyenne, que de pièces plus grandes que la valeur moyenne. Donc c'est une autre possibilité. Moi j'ai refusé l'hypothèse, je vais renvoyer les pièces au fabricant, je vais lui demander de me rembourser, mais peut-être qu'en fait, l'hypothèse était vraie, et c'est juste le hasard qui aurait fait que j'ai cet échantillon-là.
Le même principe, on va l'appliquer pour un test unilatéral de la moyenne. C'est la situation où l'intervalle de confiance, il n'est pas borné des deux côtés, mais que d'un côté. Typiquement, comment vous ferez la différence dans les énoncés quand on parlera de durée de vie? C'est à comprendre comme il faut faire un test unilatéral. Pour les autres situations, ça pourrait être demandé explicitement, et si on ne le dit pas, c'est un test bilatéral. Donc là, c'est clair que si le fabricant vous annonce mes composants, ils auront une durée de vie en fonctionnement d'au moins 1000 heures, et que vous constatez qu'ils ont une durée de vie en fonctionnement de 1500 heures, vous n'allez pas leur envoyer en disant non, ça ne va pas, vous m'avez menti. Donc là, on s'intéresse qu'à la situation où la durée de vie moyenne des composants qu'on vous a vendus soit plus petite que les 1000 heures annoncées. Et donc justement, je prends un échantillon pour lequel la durée de vie moyenne c'est 898 heures avec un écart type S estimé de 15,15 heures. L'hypothèse de départ c'était la durée de vie moyenne dépasse 1000 heures. Le risque que je fixe, encore une fois arbitrairement, est à 1%. Si l'hypothèse est vraie, la probabilité que la durée de vie moyenne dépasse la valeur annoncée par le fabricant moins TS sur racine de 50, si on veut que ça fasse 99%, il faut résoudre l'équation f de t égale 99%. Pas 2f de t moins 1, ce qui correspond aux situations d'un intervalle bilatéral, un intervalle borné des deux côtés, mais f de t égale 99%. Vous prenez la table de la loi normale, ça correspond à t égale 2,33. Donc dans 99% des cas, si l'hypothèse est vraie, la valeur moyenne mesurée sur un échantillon sera dans un intervalle de la forme 1000 heures moins 2,33 fois l'écart type sur racine de 50 jusqu'à plus l'infini. Donc l'intervalle calculé, c'est 995 plus l'infini. Sur votre échantillon, vous avez 998 heures de durée de vie moyenne. C'est dans cet intervalle. Il n'y a pas de raison de refuser l'hypothèse. Si l'hypothèse est vraie, il y aura des échantillons pour lesquels les durées de vie soient un peu plus petites, d'autres un peu plus grandes. Et là, c'est pas assez éloigné de 1000. C'est plus petit que 1000, mais très proche de 1000, assez proche de 1000, pour qu'on ne refuse pas l'hypothèse. La limite justement de ce qu'on appelle proche ou pas proche, c'est cette valeur 995 qu'on vient de déterminer, qui dépend d'un risque qui vous est fixé dans l'énoncé ou qui vous sera fixé dans une table ou dans une norme si vous travaillez en entreprise et que vous avez justement une norme à suivre. Ce n'est pas à vous, en tant que technicien qui fait les mesures, de fixer cette règle a priori. Et ce n'est pas à vous en tant qu'étudiant à l'IUT de la fixer, c'est l'énoncé qui le fait. Troisième situation, le test de comparaison de moyenne. J'ai deux populations et je veux savoir si elles ont les mêmes caractéristiques. Donc j'ai deux populations, des pièces produites par deux usines et je veux savoir si elles ont la même taille par exemple. Donc l'hypothèse que je vais faire c'est la moyenne mu1 sur ma population 1 est égale à la moyenne mu2 sur ma population 2. C'est ce que je veux tester. Comment je peux tester ça? En prenant un échantillon dans chaque population. Et forcément les échantillons étant pris au hasard, il y aura des petites fluctuations autour de la valeur mu1, autour de la valeur mu2. Donc j'ai aucune chance que les valeurs moyennes données par chacun des échantillons soient exactement égales, même si l'hypothèse est vraie. Ce dont je vais m'assurer, c'est qu'elles ne soient pas trop différentes. Pour ça, je vous donne la règle sans démonstration. Quand vous avez des échantillons, donc d'effectifs N1, N2, sur lesquels vous mesurez des valeurs moyennes x1 bar, x2 bar, des écarts types estimés S1, S2. Faites l'hypothèse que mu1 égale mu2, alors, théorème admis, la différence entre les valeurs moyennes divisée par une sorte de moyenne quadratique faisant intervenir les variances divisées par N1, les variances divisées par N2, doit suivre une loi normale de paramètre 0,1. Ça, c'est vrai si les effectifs sont assez grands. On ne fixe pas de limite, mais on va dire quelques dizaines ou quelques centaines pour N1, N2. Donc si l'hypothèse est vraie, alors c'est logique, la valeur moyenne mesurée sur le premier échantillon, la valeur moyenne mesurée sur le deuxième échantillon doit être proche de 0. Si les populations sont les mêmes, vous allez trouver à peu près les mêmes valeurs moyennes sur les deux échantillons, donc l'écart est proche de 0. Ce théorème permet de fixer ce que veut dire précisément proche de 0. Je vais expliquer la formule un peu plus clairement sur un exemple.
J'ai donc une usine qui fabrique des pièces dont la durée de vie, c'est 1025 heures d'un côté, 1070 heures de l'autre, sur deux échantillons de respectivement de 40 pièces et 40 pièces, avec des écart-types qui sont aussi légèrement différents. Si l'hypothèse que les valeurs moyennes au départ sont les mêmes, pour la population 1, pour la population 2, je vais en fait essayer de savoir si l'écart entre 1025 et 1070 est un écart important ou pas. Ce que me dit l'énoncé, c'est que j'ai 95% de chance, si je prends un échantillon de taille 40 dans chacune des deux populations, que la différence entre les durées de vie moyennes soit comprise dans un intervalle centré sur 0 et dont l'écart type, il y a de cette formule, sera racine de S1 carré sur N1 plus S2 carré sur N2, donc dans l'intervalle ça me fait plus ou moins 1,96 fois cette valeur d'écart type. Si on fait le calcul avec les valeurs données plus haut, on obtient un intervalle de la forme moins 57,1 plus 57,1. La différence entre les deux durées de vie moyennes dans les deux échantillons est de 45 heures. Elle est dans l'intervalle, donc la différence n'est pas significative. Il n'y a pas de raison de rejeter l'hypothèse. Si je fais l'hypothèse que les populations sont les mêmes, dans 95% des cas, sur deux échantillons, je devrais avoir un écart de durée de vie moyenne qui ne dépasse pas 57. Il est de 45. Pas de raison de rejeter l'hypothèse. Peut-être qu'elle est fausse, l'hypothèse. Peut-être qu'en fait la durée de vie moyenne sur la première population c'est 1030 heures, sur la deuxième c'est 1050 par exemple, donc il y a une différence. Mais c'est une autre hypothèse que j'aurais rejetée aussi. Quand je disais tout à l'heure que l'hypothèse H0 on ne la prouve pas, voilà, c'est une hypothèse qu'on va rejeter si vraiment on a des valeurs qui s'en écartent, sinon on l'accepte, mais il y a des tas d'autres hypothèses qu'on aurait acceptées aussi. On ne fait pas des démonstrations, on dit juste on n'a pas assez d'éléments ici pour dire qu'il y a des différences significatives entre les deux populations.